Quand Beowulf attend gentiment une autre attaque de Grendel et... Oh putain. Non, c'est pas possible. Je me doute bien que vous essayez de le rendre réaliste en attardé, mais ça le fait pas. Non, franchement, c'est ridicule. C'est pas Grendel, c'est une parodie de Forrest Gump, là. Donc, comme il en loupe, Beowulf décide d'amener quelques hommes pour aller le traquer dans les montagnes. Nous ne sommes plus dans notre monde. Hein? Nous ne sommes plus dans notre monde. C'est de la neige! Ce n'est pas un autre monde, crétin, c'est de la neige! Qu'est-ce que tu viens nous chercher une connerie de... On a quitté notre monde! Puis, c'est la légende viking, le film, non? Alors, les Vikings, ils savent que c'est la neige, quand même. Bon, je vous préviens, le film est encore plus chiant que le Beowulf de Christophe Lambert. Donc on va le passer un peu plus vite. En résumant, blablabla, 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 youhou, tu m'attraperas pas, blablabla, blablabla, blablabla. Va-t'en, puissance chiante qui habite ce corps! Donc Beowulf, enfin, finit par combattre Grendel et à lui trancher le bras. Et comme à son habitude, Beowulf fait ça en allant voir la nana qui s'est promis de baiser avant la fin de la semaine. Mais enfin, cette nana, comme c'est clairement une timbrée, elle décide de raconter une petite histoire avant. Le soir où elle a été violée par Grendel. Et elle raconte ça après la mort de Grendel à celui qui l'a tué. Décidément, cette partie de l'histoire est tellement bien écrite que j'en profite pour ajouter le truc qui manque. Bah oui, même les monstres peuvent être des éjaculateurs précoces, hein? Mais enfin, comme si c'était pas assez dérangeant comme ça, après avoir raconté la fois où elle s'est fait violer par Grendel, elle se met à baiser Beowulf. Elle est légèrement timbrée, celle-là, hein? Bon, bah, après ça, je pense que le film est fini. Non, parce que voilà que la mère de Grendel débarque pour venger son fils. Qu'on avait quasiment oublié vu qu'à aucun moment avant cette scène, on ne la voit. Aucun moment. On n'entend pas parler, on n'en parle pas et on la montre pas. Elle débarque comme ça, de nulle part. Le film aurait pu très bien s'en passer. Bon, enfin, elle tue quelques mecs chez Warsgard. Beowulf va dans sa grotte, découvre le corps de Grendel, tombe sur la mer, lui nique sa race et découvre... C'est ton père. Donc ouais, si vous avez un cerveau, vous avez sans doute deviné que c'est elle la mère. On s'en fout. Et après avoir buté 2 monstres, Beowulf se casse et laisse la nana se démerder avec son bébé attardé. Fin du film. Bon, je sais, ça a été court celui-là, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire sur celui-là. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de montrer un côté humain, un côté réaliste du conte. Mais ça marche pas. Réaliste ne veut pas dire débile, ridicule ou quoi que ce soit. Ça veut dire réaliste. Bref, je lui donne... Ouais,
2,5 sur 10 parce que il y a quand même de beaux plans et puis c'est un univers heroic fantasy. Et puis au moins ils essayent d'apporter quelque chose d'humain. Ils n'y arrivent pas, mais ils essayent au moins. Et maintenant on arrive à notre troisième film et... Je cale. Non franchement, je peux pas. Mais patron, il reste encore un film là. Non. Les deux précédents ils étaient chiants. Et pourtant le premier il y avait Christophe Lambert quoi. Non, ils sont chiants ces films. Non mais patron, mais... Non, je peux pas. Je suis désolé, Willy, je peux pas. Non, je peux pas m'attaquer à un troisième film chiant. Donc, je m'en fous. Hein, tu laisses le Tardis graviter. Moi, je vais me coucher. Non mais celui-là, il est réalisé par Robert Zemeckis. Passe tout de suite. Donc, ouais, le simple nom du réalisateur me suffit à jeter un coup d'œil à cette troisième tentative de faire un bon film à Beowulf. La légende de Beowulf de Robert Zemeckis. Dans ce film, Robert Zemeckis en profite pour améliorer un peu plus la technologie de la full motion capture. Technologie popularisée par le Pôle Express, précédent film de Robert Zemeckis, qui a été pratiquement inventé par Square avec Final Fantasy et les créatures de l'esprit, et peut-être même les cinématiques de Final Fantasy quand on y pense, et qui a été très célébré par le Avatar de James Cameron. Enfin, même si j'adore Avatar, je dois avouer que Robert Zemeckis est celui qui utilise le mieux la full motion capture. Robert Zemeckis montre très bien qu'avec la full motion capture, on se débarrasse d'un truc qui fait vraiment du bien, le poids de la caméra. Certains ne voient pas l'intérêt de la full motion capture et ils ont tort parce que quand on voit que James Cameron, Robert Zemeckis, Peter Jackson et Steven Spielberg décident de se mettre à la full motion, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'y intéresser. Le principal intérêt, c'est ouais, tu peux placer la caméra n'importe où, tu peux faire n'importe quel angle, tu peux faire n'importe quel point de vue sans te faire chier à mettre une grue, à mettre des rails, à placer cette énorme caisse qu'on appelle caméra dans un endroit pas possible, de faire une super installation chiante qui coûte sûrement des millions de dollars. Bon d'accord, c'est peut-être pas le procédé le moins cher, mais c'est en tout cas le mieux pratique pour bien exploiter les possibilités de mise en scène. Et Robert Zemeckis, jusqu'à maintenant, c'est celui qui l'utilise le mieux. Il montre vraiment que la caméra peut aller n'importe où avec cette technologie. Et franchement, ce sont les films de Robert Zemeckis qui auraient dû populariser le cinéma en 3D, et non Avatar. J'adore Avatar, mais franchement, la 3D, elle sert à rien pour ce film. Par contre, dans les films de Robert Zemeckis, même si je les ai pas vus en 3D, je peux dire de suite à certains plans que ce serait génial de l'avoir en 3D. Un autre truc qui m'énerve à propos de la full motion capture, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent et qui disent « Oh, c'est moche, on dirait un jeu vidéo. » Ouais, on dirait un jeu vidéo. Vous savez, les mêmes jeux vidéo, vous dites « Waouh, c'est super bien fait, on devrait en faire un film !» Et que dès qu'on en fait un film, « Oh non, c'est nul, on dirait un jeu vidéo. » N'importe quoi. Et puis le fait que ça ressemble à un jeu vidéo, je trouve que c'est plutôt un bon truc. Comme par exemple, qu'est-ce que le jeu vidéo a que le cinéma n'a pas? L'immersion. Si le cinéma arrive à mettre autant d'immersion que dans les jeux vidéo, ce qui n'est pas évident, voire quasiment impossible, ça serait quand même un énorme progrès. On aurait plus de divertissement et plus d'envie d'aller dans le film. Vous comprenez c'est quoi l'intérêt? Mais enfin bref, ce film est de loin le meilleur des adaptations de Beowulf. La production design est magnifique. L'univers est sombre et bien bourrin, même libidineux à certains moments, ce qui représente parfaitement le côté barbare de l'époque. Et les personnages sont très bien exploités et campés par d'excellents acteurs, parce que quand même, ils ont mis Anthony Hopkins en Rogart. Ça vaut le détour, hein. Et dans le rôle de Beowulf, ils ont choisi l'acteur le moins évident, mais qui est pourtant le meilleur des trois, Ray Winstone. Pourquoi c'est pas évident, Ray Winstone? Bah déjà parce qu'il n'est pas aussi connu que Gerard Butler et notre cher Christophe Lambert. Après tout, il joue juste des seconds rôles dans Indiana Jones 4 et dans Les Infiltrés. Bon d'accord, il était accroché par pas mal de grands cinéastes, mais quand même, ça fait pas un succès. Et puis aussi, voici à quoi il ressemble dans la vraie vie. Ouais, essayez de faire le plus grand héros de tous les temps avec un mec qui ressemble à ça. Mais c'est là que la full motion capture sert à quelque chose, vu que grâce à ça, on arrive à faire passer ça pour ça. Alors vous trouvez toujours que le principe est inutile? Bon c'est vrai, pourquoi choisir un gros pour jouer un grand musclé, alors qu'il pourrait choisir tout simplement un grand musclé dans un film qui n'est pas en full motion? Ben déjà on s'assure du talent du mec. Il y a ça aussi. Ray Winstone
est vraiment un excellent acteur dans ce rôle. Il est déjà pas mal dans Les Infiltrés, mais là, il est vraiment excellent. Probablement le meilleur rôle de sa carrière. Certains peuvent le trouver chiant à répéter tout le temps « Je suis Beowulf !» Mais, mec, quand on est capable de tuer un monstre de 2 mètres de haut à main nue, c'est que vraiment on peut se permettre de dire « Je suis Beowulf !» Ce film a aussi le meilleur des Grendel. Il ressemble un petit peu à une version déformée de Gollum, et j'aurais pu faire mon autre gag en disant non, je vais pas l'appeler Grendel, je vais l'appeler Gollum, mais il est vraiment excellent. Non seulement il le rend vraiment monstrueux et vraiment impressionnant, mais en plus ils essayent de nous donner de la peine avec ce pauvre personnage. Après tout, regardez-le, on a de la peine à le voir déformé comme ça. Et tout ce qu'il veut, c'est être tranquille, avoir la paix, et que ses voisins arrêtent de faire du bruit. Mais putain, moi si j'avais tué à chaque fois qu'on m'aurait réveillé, j'aurais plus de voisins. D'ailleurs, certains ont peut-être reconnu son cri. C'est exact, c'est Crispin Clover, l'effroyable sac d'os dans Charlie Angel. Bon, moi je le retiens surtout comme étant le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Hey, c'est Robert Zemeckis quand même. Et contrairement au film de Christophe Lambert, il y a des personnages intéressants. Notamment le personnage de John Malkovich, qui au début a un petit peu un regard sceptique sur le personnage de Beowulf, ou encore la femme du roi, qui même si elle est un petit peu fade, est assez intéressant à suivre aussi du point de vue émotionnel. Ou encore le second de Beowulf, joué par Brendan Gleeson. Vous savez, Folleuil de Harry Potter. Personnellement, je trouve que c'est mon personnage préféré de tout le film. Parce que c'est vraiment l'ami fidèle qui, peu importe ce que fait Beowulf, il le suivra jusqu'à la mort.